Donc, je voulais remercier d'abord les Résidences en Harmonie de nous inviter, de nous recevoir, puis ben, façon de parler, de recevoir, là, mais de nous recevoir par vidéo, puis d'organiser tout ça. Aussi la LQ, l'Association des libraires du Québec, qui s'occupe un peu de la logistique derrière ces rencontres-là, puis évidemment la librairie Le Port de Tête, qui est sur l'avenue Mont-Royal, que je représente aujourd'hui. Donc, Micheline, c'est un plaisir de te rencontrer. Aujourd'hui, je vais te présenter très, très, très brièvement parce que j'ai pensé un peu notre discussion comme une sorte de portrait de toi, en fait. Fait que ça va être une longue présentation, en gros. Fait que je vais commencer en disant, de manière très générale, en disant que tu es né à Montréal en 1947, que tu as grandi entre Frélisburg et Outremont, que tu es comédienne, notamment, que tu as joué dans les films de Gilles Carle dans les années 70, jusqu'à aujourd'hui dans les téléséries comme Unité 9, aussi Omerta, qui ont eu beaucoup de succès. Tu es aussi, bien sûr, réalisatrice, tu as fait 10 films dans ta carrière, en plus d'œuvres pour la télévision, puis tu as enseigné une bonne partie de ta vie à l'Université Concordia, le cinéma, donc pour les jeunes cinéastes ou futurs cinéastes. Ma première question, la première chose que je voulais te demander, comme tu es une femme d'image, une femme de l'image, je voulais savoir, c'est quoi les images que tu gardes de ton enfance à Frélisburg, dans les cantons de l'Est, dans ces paysages-là qui sont magnifiques? Ah ben, c'est drôle parce que c'est pas une image, c'est une sensation. Ah, OK. La sensation qui me revient toujours quand je pense à mon enfance, c'est celle de marcher, ça fait très Félix Leclerc, pieds nus dans les vergers au mois d'août, quand la rosée du matin est extrêmement abondante. Parce Hmm, que nous autres, on était utilisés pour cueillir les pommes. Quand j'étais petite, mon père avait un verger, puis OK. on allait, notre job pour les enfants, c'était parce que les pommiers à l'époque avaient des têtes très hautes, c'était de grimper d'un pommier puis de s'asseoir sur les branches pour les faire pencher vers les cueillettes pour qu'ils soient plus accessibles parce que les échelles n'étaient pas assez grandes. Fait que j'ai travaillé souvent, une bonne partie de mon enfance dans travailler, entre guillemets, là, à 7 ans. Et ce souvenir-là de marcher dans le foin long, mouillé, de rosée à 7 heures le matin, nu-pieds, je ne sais pas, c'est comme une sensation, c'est comme une épiphanie. C'est comme ça m'est tellement resté, je ne sais pas pourquoi, ça m'est resté profondément dans le cœur. C'est bizarre. Il y a Ben, on le sent. l'image des pommiers en fleurs quand on arrive chez nous avec les belles boules blanches partout. Ça, c'est des images qui me sont restées longtemps aussi, mais cette sensation-là ne m'a jamais quittée. On le sent, je trouve, parce que pendant que tu en parles, je le sens aussi. Je ne l'ai pas vécu, mais j'ai l'impression presque de l'avoir vécu par ton récit. Ça m'a marqué en regardant un peu ta filmographie, en regardant aussi c'est ça, les films que tu as réalisés, qu'en 1993, tu retournes dans ton coin. Quand tu réalises La vie d'un héros, un de tes films qui se passe dans les cantons de l'Est, qui est tourné en partie à Frélisburg, donc où tu as grandi. C'est un film qui raconte l'histoire d'un soldat allemand qui est accueilli par une famille québécoise après la Deuxième Guerre mondiale, donc dans ce contexte-là assez tendu et complexe. Mais je voulais savoir comment ça a été pour toi de retourner tourner dans un lieu que tu connaissais intimement comme les cantons de l'Est. Ça n'a pas été facile parce que je ne faisais pas un documentaire et on était en époque. Le film couvre 50 ans. 50 ans de souvenirs. Puis je dois préciser qu'on n'a pas accueilli, c'est l'histoire c'est beaucoup une histoire personnelle, mais on n'a pas accueilli le prisonnier allemand. L'armée les envoyait sur les fermes pour travailler parce qu'ils Hmm. s'ennuyaient de tuer. L'armistice avait été signé, ils n'avaient rien à faire dans le camp. Et pour les désennuyer, l'armée leur demandait s'ils voulaient travailler. Donc, ils étaient chippés dans toutes les fermes de la région ici parce qu'ils étaient prisonniers à Farnham. Et chez nous, il y en est venu 8. OK. 8 prisonniers, dont un avec lequel mes parents sont restés très amis, euh, qui était drôle comme un singe et dont j'ai un peu raconté, pas l'histoire, mais l'impact qu'il y a eu sur ma famille. Et parce que moi, j'ai appris l'allemand, mon frère a appris l'allemand, ma soeur a appris l'allemand, mon frère plus jeune a appris l'allemand. On a été profondément marqués par ce personnage-là et surtout par les images dans l'album de famille de 2 Allemands en uniforme de l'armée régulière, c'était pas des nazis, avec ma mère, le bras autour de leur cou,
puis la légende en dessous qui dit « Les deux bosseuses et leurs prisonniers ». Moi, je regardais ça à chaque année. Je retournais dans l'album pour regarder ça en me disant « Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que les soldats allemands en uniforme font dans mon album de photos de famille? » Et j'ai mis beaucoup de temps à écrire cette histoire-là parce que d'abord, c'était proche, et aussi parce que c'est dur de fictionnaliser un endroit où on a vécu toute sa vie, là, tu sais. Et j'avais besoin de fictionnaliser, j'avais besoin de sortir du réel pour essayer de donner à cette histoire-là un sens de fiction, là. Donc, ça n'a pas été facile. Déjà, juste pour trouver la maison familiale, moi, dans ma tête, l'image que j'avais, c'était celle de ma famille, Ouais. la maison de notre fermier qui s'occupait du verger. Mais il a fallu que je trouve autre chose complètement, que je change de registre, que j'aille ailleurs, que je réinvente tout ce que j'avais connu, moi, comme point de repère dans le paysage. Et même, j'ai fait avec le régisseur de location, parce que j'avais une scène qui se passait à la frontière, parce que nous, on est à 2 kilomètres de la frontière américaine. Mmh. Et j'avais des scènes qui concernaient le fait que l'armée ne voulait pas envoyer les Allemands si proches de la frontière des États-Unis parce qu'il y avait peur qu'ils se sauvent. Pourquoi ils se seraient sauvés aux États-Unis, je ne sais pas, mais en tout cas. Et, j'avais marché toute la frontière de Fredericksburg presque jusqu'à Richford, enfin à la douane, avec mon régisseur de location pour voir s'il y avait quelque chose qui différenciait deux pays. Ben ouais. Pour voir si, parce que je n'étais pas capable de visualiser la notion de frontière. Y en avait-tu une? C'est le même paysage des deux Ah, c'est ça. côtés. Il Il y y a a pas une de petite clôture quand borne, tu arrives là. il y a une petite borne en béton. D'un côté, c'est marqué Canada, de l'autre côté, c'est marqué US. Il n'y a pas de clôture. Là, depuis le temps, évidemment, parce que là, je parle en 1946-47, depuis le temps, ils ont créé une zone, un no man's land, une zone complètement déforestée, défoliée, euh, OK. qui marque toute la frontière du 49e parallèle, là. Mais à l'époque, il n'y avait rien, absolument rien. On ne changeait quasiment pas de pays, on ne changeait pas de paysage, on ne changeait pas de. Mes parents allaient souvent, ma mère allait magasiner à Richford, on passait à la douane 4 fois par semaine. Il n'y avait pas de. Le concept de frontière était extrêmement flou en 1946. Et il y a 2 scènes que j'ai été obligé d'enlever du film, parce que je n'arrivais pas à faire comprendre à quel point c'était dangereux de passer à la frontière avec un prisonnier, avec un prisonnier allemand pas identifié. Il y avait une scène où le personnage qui était ma mère les amenait au drive-in à Richford. Et ça ne marchait pas. Il n'y avait pas de sentiment de. Visuellement, on le voyait pas. Visuellement, c'était impossible d'imposer la frontière, le barrage que ça représentait entre le Canada et les États-Unis, puis à quel point c'était post-guerre, 6 mois après la fin de la guerre, que c'était extrêmement dangereux. Alors, c'est tout ceci pour dire que le concept de frontière est extrêmement flou dans mon coin. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Puis je trouve qu'on te retrouve aussi, on y reviendra, mais tu sais, c'est une histoire que tu racontes qui est méconnue un peu de l'histoire du Québec, cette période-là d'après-guerre, qui est aussi une sorte de frontière floue, on pourrait dire, de moments historiques un peu plus flous. On y reviendra. J'aimerais ça parler de tes débuts, disons, dans ton rapport au cinéma. Tu as commencé comme, ça peut-être moins de gens le savent, comme réalisatrice de films d'animation. Tu travaillais à l'ONF. C'est à ce moment-là que tu rencontres Gilles Carle à l'ONF qui te donne des rôles, ton premier rôle au cinéma dans La vraie nature de Bernadette. Oui, vas-y, excuse-moi. Ce n'était pas à l'ONF, c'était dans un studio privé qui s'appelait Potterton Productions. Ah, je pensais que tu étais à l'ONF, tu vois. L'ONF après 1 an et demi. OK. Le statut de fonctionnaire n'étant pas pour moi. Donc, tu quittes l'ONF en claquant la porte. Mais Puis, maintenant qu'on m'a quitté, plus que j'ai quitté l'ONF, OK. montré la porte que j'ai claquée et je suis allé travailler en industrie privée, c'est-à-dire dans ce studio-là qui était le seul studio important d'animation privé à l'époque.
Puis pas longtemps après, tu deviens comédienne. Je pense que c'était pas prévu nécessairement dans ton parcours de vie de devenir actrice. La vraie nature de Bernadette, c'est devenu un succès immense, une sorte de film culte au Québec aussi. Je voulais savoir qu'est-ce qui représente pour toi aujourd'hui ce film-là, puis aussi qu'est-ce qui a représenté, à ton avis, pour la société québécoise? Sur le plan personnel, ce film-là, c'est extrêmement étrange parce que je venais de passer presque 6 ans dans un univers qui n'a aucun rapport avec la réalité. Le dessin animé, on en vit, on en mange, c'est 18 à 20 heures par jour. Dans notre tête, on n'est pas du tout réaliste. Hmm. On est ailleurs. Et le fait de faire moi, j'étais complètement imprégné de cet univers-là parce que c'était ma famille. Moi, j'ai reconnu, quand je suis arrivé en animation, j'ai reconnu ce que j'avais dans la tête. OK. J'ai reconnu mon monde, j'ai Les gens reconnu. qui te ressemblaient. Ben, c'est une façon très particulière de voir le monde, le dessin animé, et je retrouvais des gens qui pensaient comme moi. Mhm. Ça m'a fait énormément de peine quand j'ai été obligé de quitter le milieu de l'animation parce que c'était ma grande famille, c'était ma famille. Et donc, j'arrive dans un tournage de film. Déjà, Gilles étant caricaturiste, on avait beaucoup de choses en commun. C'est un ancien caricaturiste, alors il y avait ce côté un peu sauté des animateurs de films, mais j'étais sur un plateau de tournage avec plein de nouveautés, des choses que je ne connaissais pas. Et par la suite, évidemment, le film, j'ai été la première comédienne, actrice canadienne sélectionnée au Festival de Cannes. Et tout ça, ça s'est déroulé comme une espèce de dessin animé. C'est un cartoon pour moi. Hmm. Et ça a été comme un choc brutal avec la réalité, en fait. Le fait d'être reçu euh, par le public, le fait de tout à coup me retrouver sur des manchettes, le fait de me retrouver à Cannes dans un contexte complètement exotique. Ça a été pour moi vraiment un choc. Et bon, il s'est passé toutes sortes d'affaires à Cannes. Je ne sais pas si les gens le savent, mais en tout cas, ça a été maintes fois répété que nous, l'équipe du film, avons subi une humiliation profonde de la part du Canada. Ah Et ouais. ça m'a guéri à tout jamais de toute prétention de vedettariat ou qu'est-ce que tu veux. Et je ne voulais même plus faire de film. Je suis retourné à l'animation presque tout de suite parce que je trouve ça poche à mort, tout ce bling-bling-là, tout ce. Tu sais, moi, j'avais Qu'est-ce qui acheté s'est une. passé dans l'humiliation, tu dis? Est-ce qu'il faut leur dire? Pas envie, hein, je veux pas te. Ah ouais, non, c'est qu'à la fin du film, la présentation officielle du film, c'était un grand gala, un grand truc, un machin plein de fluff-là. Et à l'époque, le public de Cannes, c'était tous les gens riches de Cannes avec des étoiles de Mhm. Dijon, des gants blancs, des bijoux et tout. Et quand le film a été terminé, comme j'étais la vedette du film, Gilles et Donald Pilon, Gilles Carle, m'ont comme poussé en avant pour sortir du palais. Et il y avait un tapis rouge avec des cordons, puis les gens étaient massés de chaque côté, puis criaient bravo le Canada, bravo le Canada. Puis je voyais rien, puis il y avait des paradis partout avec des éclairs de flash. Puis dans ma robe à 10 piastres de chez Cresguet, je ne savais pas où aller. Et j'ai vu un jeune homme avec un truc de gala, une limousine avec une porte ouverte, puis il me faisait signe. Alors, pour quitter les flashs de photographe, me suis allée vers la voiture, je me suis assise dedans. Et il s'est penché, il m'a dit, on s'excuse, mademoiselle, ce n'est pas pour vous. Et j'étais obligée de ressortir devant 1500 personnes, la vedette du film. La soirée. C'était la véhicule, Non. c'était la limousine de monsieur l'ambassadeur Léo Cadieux, qui Ah, n'a pas eu la courtoisie de dire, venez, madame Langto, je vais vous amener je jusqu'au pouvais pas t'inviter, non. réception d'honneur. Alors, Pierre Lamy, qui était le producteur du film, nous a pris par le bras, les trois, Gilles, Donald et moi, puis avec son particulier, qui faisait un film, on s'en va à pied. Et on est parti pour aller vers la réception d'honneur. On est passé devant monsieur l'ambassadeur sans serrer la main. On ne s'est pas assis à la table d'honneur avec lui. OK. Et le Gratien Gélina, on s'est assis dans notre petit coin. Et j'avoue que j'ai mis plusieurs jours à digérer cette humiliation-là.
Ben, on le comprend. L'avion. Ça a réglé mon problème pour toujours. Mais ça n'a pas été la fin quand même de ton rapport au, on pourrait dire au bling-bling puis au vedettariat. Tu racontes souvent que tu as aussi eu une période, ta période Los Angeles, on pourrait dire, où tu... Moi, je n'étais pas bling-bling à Los Angeles. Et Non? le contraire. Non, non, je ne suis pas allé à Los Angeles pour travailler. Ça, c'est peut-être une idée fausse que les gens ont, mais je suis allé à Los Angeles parce que le réalisateur du film de Dick Kravitz dans lequel j'avais tourné et moi sommes tombés en amour. Mhm. Et lui travaillait en Angleterre, donc, et comme l'industrie du film, du cinéma en Angleterre s'était effondrée en 73-74, parce que les États-Unis avaient retiré toute leur succursale, il n'y avait pas d'autre choix que de s'en aller à Los Angeles. J'ai donc suivi. Et j'ai été malheureuse comme les pierres là-bas. Mm. J'ai quitté après 3 ans en me disant, ça, c'est pas pour moi, je ne suis pas capable, c'est du monde plastique, c'est du monde que je ne comprends pas. Et bon, je suis retourné parce que, bon, et après 6 ans, je n'étais plus capable. Et après ça que tu commences ta carrière de cinéaste, si on veut. Donc, Ben, ça a donné que comme je faisais rien, je travaillais pas, j'étais femme à la maison, j'avais un amoureux qui était bulgare et pour qui une épouse, ça reste à la maison et ça fait les repas et ça s'occupe de son mari. mm. Alors, ça aussi, c'est un gros choc culturel, mais bon, je l'ai accepté tant que j'ai pu. À un moment donné, je n'étais plus capable. Et j'ai côtoyé, je ne vous dis pas tout le monde que j'ai côtoyé là-bas, qui, il y a des producteurs que j'ai hébergés chez moi pendant 3 mois, qui, quand je les ai rencontrés 2 mois plus tard, m'ont dit, ils ne me reconnaissaient pas. J'avais pas d'existence propre. J'avais aucune existence propre. Et le seul moment où j'ai eu vraiment du plaisir, c'est que tout à fait par hasard, j'ai retrouvé mon ancien patron du studio d'animation qui était en train de faire un film d'animation long métrage à Los Angeles. Et il m'a dit, Do you want to work? J'ai dit oui. Je faisais rien. Et il m'a amené dans ce magnifique studio de Quartet Film sur le Hollywood Boulevard où j'ai serré la main à peu près 7 des plus grands animateurs qui soient, dont celui de Sylvester the Cat, le background artist qui avait dessiné les décors de Blanche-Neige. Écoute bien, toi. Pour une animatrice, c'était comme, j'étais tombée dans le tal, là. C'était comme, Tu étais au pays des merveilles là, pendant. ouais. Et ça a été un moment formidable. J'ai travaillé 4 mois sur ce film-là. Et puis, ça m'a définitivement découragé de faire de l'animation parce que j'ai fait 5000 quelques dessins en 3 mois et je n'étais plus capable. C'est une Mm. personne très active. Puis le fait d'être comme ça, prisonnière d'une boîte à lumière, puis ça reste pour moi la plus belle chose au monde. Mais peut-être que maintenant, j'aurais plus de patience pour le faire. Mais à l'époque, c'était vraiment, c'est pour ça que les animateurs sont tous un peu tarés. C'est un job de moine, là, tu sais. C'est Qui comme demande faire une patience, une ah, concentration plus que extraordinaire. patience, ça prend, c'est une vie monastique, là, tu sais. Tu crées de la vie 18 heures par jour en bougeant des feuilles. Ça n'a pas de bon sens. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais aussi de profondément fastidieux. Ça a-tu beaucoup changé avec les outils informatiques et tout? Le truc, c'est qu'il y a 2 choses détestables qui sont arrivées avec l'informatique, oui, l'informatique, les logiciels en animation. D'une part, c'est que le mouvement se fait peut-être tout seul dans l'ordinateur, mais ça leur prend 1 an et demi pour rentrer des données. Mm. C'est assez plate un peu, ils rentrent des chiffres, là, tu sais, Au lieu de dessiner. au lieu de dessiner. Et Mm. une fois que les données sont rentrées, les données de personnages, de mouvements, d'histoire et tout, là, l'ordinateur fait, mettons, 80 ou 85 de la tâche. Et le problème, c'est que ces logiciels-là sont formatés complètement. Et j'avais lu quelque chose il y a une dizaine d'années qui m'avait tellement frappé parce que c'était tellement vrai, qui disait, par rapport aux films d'animation qui sortaient un après l'autre, là, je veux dire, il y a eu le génie de Toy Story. Ça, Mhm. c'était le premier des grands films d'animation électronique. Et les 3 films de Toy Story, c'est du génie. Mais Mm. après ça, c'est tout pareil. Ils ont Mm. toutes les mêmes expressions, les personnages bougent tous pareil.
ça s'est formaté très rapidement, puis c'est devenu complètement uniforme, l'animation. Alors que les vieux animateurs de Disney, quand ils animaient, par exemple, le tapis volant d'Aladin, Hmm. tout bougeait dedans. Ben oui, c'est ça, parce qu'il redessinait à chaque fois. Oui, parce que c'était fait à la main. Donc, Mhm. et ça passe à travers 50 personnes, un dessin. Là, tu sais, il faut bien penser que comme on dit, labor intensive, l'animation. Donc, ça bouge, c'est organique, ça a quelque chose de profondément vivant, le dessin animé à main, analogue. Ce que le dessin animé électronique n'a jamais été capable de, de reproduire. Tu sais, moi, par exemple, quand j'étais assistante puis que je reproduisais les dessins entre ceux que le chef me donnait, ben, je ne dessinais pas exactement comme lui. Donc, Mhm. le dessin prenait. Et il y avait aussi tout un imaginaire les animateurs de Disney. Il n'y avait rien qui n'animait pas. Les feuilles d'arbres, les racines, la pelouse, les marches, les cuillères, les fourchettes. Tout avait une vie. Et c'était glorieux comme, euh, comme débordement de vie dans les grands films de Disney. Est-ce que C'est tu retrouvais ce travail de minutie-là un peu quand tu travaillais sur tes propres films, au montage, par exemple? Tu as été monteuse aussi. Est-ce que tu retrouvais quelque chose de cet ordre-là? Oui, d'ailleurs, il y a un de mes films que j'ai monté moi, que j'ai abandonné après 8 mois. J'étais plus capable. J'étais tout Ah seul ouais. sur le salle de montage et, euh, et j'étais plus capable. Je veux dire, j'étais plus capable de rester enfermé dans le noir avec mon matériel. Je suis une personne vraiment très active et puis ces moments-là de grande, tu sais, de focusser complètement à l'exclusion de tout sur quelque chose et surtout de ne pas bouger. Mhm. J'ai trouvé ça vraiment difficile. J'adore le montage. C'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire. Mais le faire moi-même, surtout qu'à l'époque où je l'ai fait, c'était encore le copier-coller du film. Là, tu sais. Mhm. Fait que si je changeais 4 cadres dans une séquence, il fallait que j'aille dans mes 42 000 pieds de film, que je sorte la bobine de 4 000 pieds, que je la roule jusqu'à temps que je trouve le moment où il y avait les 4 frames, que je la remette dedans, que je la rembobine, que je la remette dans la canne, que je la remette au détergent. Plusieurs étapes, mettons. Oui, Je voulais savoir, quand tu commences ta carrière de cinéaste en 80, là, il y a des pionnières au Québec, des femmes réalisatrices. Il y en a quelques-unes comme Anne-Claire Poirier, mais tu commences à peu près en même temps que Paul Baillargeon, que Léa Paul, donc d'autres cinéastes qui vont devenir très importantes. Je me demandais comment tu t'es perçue à l'époque une femme qui veut réaliser dans ce boys club qui était le cinéma dans les années 80. pas très bien. Pas très bien. On te l'a fait savoir? Euh, indirectement. Hmm. De toutes sortes de façons. C'est drôle parce que j'ai demandé à Monia Chakri récemment, avec qui je travaillais, qui allait faire son premier film long métrage. J'ai dit, ça a-tu changé? Tu sais, les techniciens sont-ils moins chauvins? Elle m'a dit, quand je suis arrivé sur mon plateau, ils m'entendaient tous comme ça. Genre, on va voir ce que la petite va faire. Ouais, c'est ça. Fais-nous tes preuves un peu, là. Fais-nous tes preuves. Et c'est un milieu extrêmement misogyne, le milieu du cinéma, et je ne me gêne pas pour le dire. Mais c'est insidieux parce qu'il faut quand même qu'on travaille dans la collaboration et dans la collégialité, en tout cas pour moi. Et c'est insidieux. C'est des choses comme le caméraman fait 6 pieds 4, moi je fais 5 et 3. Et il me force à monter sur une boîte de pommes pour regarder dans l'objectif parce qu'il ne descendra pas la caméra à mon niveau. OK. Ça a l'air ridicule, mais je m'excuse, en cinéma, c'est super important. C'est Ben mon oui. regard. C'est le regard du boss qui compte. Et ça, je l'ai vécu, mais tellement de fois. Puis tu as beau essayer de le faire comprendre, tu le dis, garde, c'est parce que. Puis, tu sais, j'aime pas les chicanes, j'aime pas les conflits sur un plateau, donc je m'ostine pas. Mais je n'en pense pas moins et j'écris des noms dans mon petit livre noir, puis je fais Hmm. lui, je ne travaille plus avec. Parce que non, j'ai pas de temps à perdre à m'ostiner avec ça. Et on a toutes vécu ça. Toutes les femmes réalisatrices qui ont commencé à peu près en même temps que moi, on a vécu cette espèce de comment dire,
pas un manque de respect, manque de confiance Hmm. dans ce qu'on pouvait faire, dans nos capacités, Vous aviez moins de capacité, ouais. C'était toujours, surtout quand tu es actrice en plus, aïe donc, une Hmm. actrice qui veut faire qui veut, tu sais, qui veut réaliser. C'était un double handicap. Un Ah double. ouais. Ouais, ça a Au été niveau de la manière beaucoup dont plus tes films étaient reçus par les critiques et tout, est-ce qu'on voit les films difficile. Pareil, pareil. différemment? Ah Ouais. ouais. C'était, là, tu vois, l'année passée, on a fermé la trappe à tout le monde parce que les 5 films qui ont le plus marché et qui ont encore remporté tous les prix, c'est 5 réalisatrices. Il y a une justice quelque Ça part, mais change tranquillement malgré tout, ouais. tranquillement, mais c'est très long, c'est très long, c'est très ardu. Le milieu, je ne sais pas, on dirait qu'il ne se prête pas à ça. Tu sais, je regarde, pour moi, une des plus grandes réalisatrices d'Hollywood, qui est Catherine Bigelow, qui a gagné le premier Oscar Oscar. à 82 ans, avec trois films extraordinaires. Elle a fait euh, The Hurt Locker, qui a gagné meilleur film, meilleure réalisatrice, qui est un film fabuleux. Ouais. Elle a fait Zero Dark Thirty, qui a été, elle n'a jamais plus que 16 millions. Hein. Elle n'est pas capable d'avoir de gros budgets. Hmm. Mais son Zero Dark Thirty, qui portait sur l'utilisation de la torture par les services secrets américains, il a connu une distribution, ce qu'on appelle une distribution passive, 3 semaines à l'écran. OK. Et Detroit, qui est un film qu'elle a fait sur les émeutes des Noirs en 1967 à Détroit, mais alors pratiquement effacé des écrans. Et moi, je l'ai vu sur l'avion, c'est un film extraordinaire, d'une grande violence, mais extraordinaire. C'est comme Et si elle n'était pas défendue par non, les gens derrière elle. pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et je ne sais pas comment elle arrive à se faire financer. Même ici, quand The Hurt Locker était sorti, enfin, quand elle avait remporté l'Oscar, Nathalie Petrovsky avait dit que c'était la blonde de James Cameron. Hmm. Elle avait profondément choqué. Ben, je comprends. Je C'est James comprends. Cameron qui est l'ex de Catherine Bigelow, C'est juste ça. dans l'ordre des choses. Mais tu sais, ça ne part pas des mentalités, ça. Non, c'est vrai, on l'entend encore. Elle s'est fait aider par son chum, là, tu sais. Ouais. C'est comme, bon, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là. Je commence à voir peut-être une petite lueur poindre à l'horizon, mais c'est peu. C'est peu, puis c'est pas les quotas qui vont changer les mentalités, c'est pas le fait qu'il y a plus de femmes réalisatrices qui va changer les préjugés contre les films de femmes. On appelait à l'époque les films de femmes, Hmm. femmes, comme si c'était nul, là, tu sais. Et on n'a pas encore le privilège de faire des films d'action. Ça a été un des reproches de Nathalie Petrovsky qui disait que Catherine Bigelow faisait des films de gars. Hmm. Ben là, parce qu'elle fait des films d'action. Donc, elle n'est pas assez femme. Donc, en plus, il y a un autre critère qu'il faut. C'est ça. Je peux-tu faire un film d'action? Je serais bien bonne, moi, faire un film d'action. J'ai écrit des suspens, j'ai écrit toutes sortes d'affaires, tu sais. Mais Ouais. c'est comme si notre chasse gardée, c'est l'intimité. Hmm. C'est ça. C'est le sentiment, c'est la famille. Ça, Mais c'est. Tant qu'on fait des films là-dessus, on est correct. Tu sais. Mais ton cinéma se réduit vraiment pas à ça, il me semble. Je voulais qu'on parle notamment de Sonatine. En 1984, ça a été un énorme succès, prix de la Mostra de Venise, au Génie aussi, qui a gagné des prix. C'est un film vraiment très dur sur l'indifférence de la société. C'est un film social aussi, avec un fond de grève en arrière-plan, dans lequel il y a deux jeunes filles qui sont jouées par Marcia Pilote, puis une très jeune Marcia Pilote, puis une très jeune Pascale Bussière, qui décident de se donner la mort dans un métro avec une pancarte sur laquelle elles écrivent on va mourir, sauvez-nous, faites quelque chose. Personne ne fait rien. Puis ça se termine comme on peut l'imaginer. Comment ça t'est venu, cette histoire-là de Sonatine? Ça m'est venu d'une drôle de façon parce que je vivais à l'époque à Saint-Denis-sur-Richelieu. J'étais assez isolé dans un rang, très, très loin du chemin. Et je venais de me faire refuser un projet auquel je tenais énormément, sur lequel j'avais fait beaucoup de recherches, un projet aussi personnel. Et j'étais profondément déprimé. Et tu sais, je me disais, bof, à quoi ça sert? Je vais me tuer. Tu sais, enfin, ce qu'on dit d'habitude quand on est dépressif. Puis même, je me suis dit, shit, je reste, tu sais, je suis tellement loin, je suis tellement isolé, ils ne trouveront pas mon corps avant 3 mois. Ça m'a un peu refroidi. Puis là, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être le faire en public. Et ça a fait un clic Hmm. dans ma tête. Ça a fait, c'est niaiseux, c'est de là que ça vient, mais vraiment, c'est de là que ça vient. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Parce que cette indifférence-là, à l'époque, dans les années 80, on sortait de toute une période où il y avait eu, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, ce film-là, un film remarquable qui s'appelle The Incident, qui a été tourné dans la fin des années 60, je pense. Il y avait eu l'affaire à New York, la femme qui avait été tuée au pied d'un immeuble, personne n'avait rien dit, personne n'était sorti l'aider, personne n'avait appelé la police. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de constats d'une espèce de paralysie des gens devant Mmh. la détresse d'autrui. Et ça m'avait beaucoup marqué. Puis je m'étais dit, effectivement, l'indifférence de la société, c'est quelque chose qui est en train de s'installer partout. Et donc, ce projet-là est né comme ça de ce constat-là, de l'idée que il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose pour sensibiliser les gens à ça. Je veux dire, le film, je ne dirais pas qu'il a été un grand succès. J'ai fait 29 piastres à Granby, puis il est resté 2 semaines avec. Mais quand il a gagné le prix à Venise, ça m'a comme légitimé aux yeux, Ouais, pas du public, mais des la institutions. critique. Et ça m'a légitimé à mes propres yeux parce que le Mmh. jury de Venise était constitué de 4 des cinéastes que j'admire le plus au monde, c'est-à-dire Michelangelo Antonioni, Mmh. Hanno Olmi, les frères Taviani et l'écrivain Günter Grass. Mmh. Et je me suis dit: «My God, là, tu sais, si eux me donnent une accolade, ça veut dire je peux me permettre de continuer. Sans ça, j'aurais arrêté. La Ah ouais. réception aurait été tellement épouvantable». Et hem Mais et la j'avais confiance en ton propre cinéma, c'était ça le plus important, j'imagine, finalement, là? la confiance en ma capacité de oui, de faire du cinéma. C'est assez prétentieux comme, comme statement, là, comme énoncé. Moi, je voulais raconter des histoires surtout, puis raconter des histoires qui aient une portée sociale. Ça a toujours été Ouais. mon ça, c'est quelque chose qu'on m'a jamais reconnu. Tout le monde est cinéaste engagé sauf moi, mais en tout cas, tous Mais mes dans Sonatine, quand même, l'indifférence, c'est aussi l'indifférence par rapport aux revendications ben des oui, grévistes. parce que C'est là tout le long du film. long du film et c'était une façon pour moi, vraiment, c'était un film social pour moi, Mmh. le Sonatine. Comme Le Piège du Soudan est un film social, comme Autrui est un film profondément social, mais social dans le sens humaniste. Hem et oui, j'ai toujours le fait que Sonatine gagne le deuxième prix au Festival de Venise, ça m'a permis de ça m'a redonné confiance dans ma capacité de penser des histoires qui comptaient, qui avaient de l'importance. Mmh. Non pas que je veux pas faire de comédie légère ou de trucs comme ça, c'est juste que quand tu passes 4 ans sur un projet, il faut que tu aies l'impression qu'il y a quelque chose de valable dans le sujet, là, tu sais. En tout cas, pour moi, c'est important, que je ne peux pas passer de 4 ans de ma vie sur une petite chose légère qui va disparaître après, tu sais, même si ça fait, si ça cartonne au niveau du public, c'est impensable pour moi. Fait que j'ai toujours privilégié dans mes histoires un contenu assez, humaniste, social, qui dit quelque chose, qui critique quelque chose, qui revendique quelque chose, qui demande un changement, tu sais, qui essaie de pousser un petit peu sur les événements, là, sur la société. C'est un cinéma aussi, il me semble, qui a pas peur d'aller interroger certains tabous. Tu pas peur d'approcher certaines zones troubles de l'humanité. Je vais en nommer très rapidement de plusieurs films, là, juste pour donner une idée à celles et ceux qui connaîtraient moins peut-être tes films, là, mais Le Piège du Soudain, ça raconte, l'histoire d'une mère infanticide, par exemple. Ouais, S elle se suicide avec ses 2 enfants, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça, ouais. Elle veut d'abord s'enlever la vie puis amener ses enfants avec elle, mais elle Ouais, réussit tu pas. raison. Fait que tout le film, elle va chercher à aller rejoindre ses enfants qui, eux, sont morts.
C'est une nuance importante. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tu fais bien de le dire, vraiment. Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans ces moments troubles-là ou dans ces zones troubles-là du vécu, même, tu sais, même pour l'amour de Dieu, qui est un film beaucoup plus léger, on pourrait dire, entre guillemets, là, beaucoup plus apaisé, du moins, c'est peut-être moins péjoratif que léger, mais ça raconte quand même un amour impossible entre un prêtre et une bonne sœur, tu sais, à une époque où c'était absolument scandaleux, ça. Donc, il y a quand même un intérêt, c'est ça, pour des moments où ça passe pas, où ça bloque. Ben, dans le cas de Pour l'amour de Dieu, c'était profondément autobiographique. Donc, moi, je OK, suis tombée en amour à 11 ans avec un père dominicain qui était venu visiter notre école. OK. Et ce qui m'avait, c'est la relation entre la sœur et le père, parce que c'était mon professeur de 7e année, que j'ai adoré, qui m'avait bouleversé à l'époque, sans que je le sache. Et ce que je trouvais absolument extraordinaire de ces deux personnes-là, je les ai revus 50 ans plus tard, puis c'était toujours ça, c'est qu'ils ont eu un coup de foudre incroyable. Mais les deux étaient profondément commis à leurs vœux Mmh. de communauté et ils ont opté pour une saine amitié. Et ils ont été amis pendant 50 quelques années. Sœur Thérèse est morte il n'y a pas longtemps, je pense il y a 3 ans. Le père est mort 2 ans avant elle. Ils se sont vus à tous les ans. Elle est allée le visiter au Portugal. Ils ont vécu cette relation-là dans le respect de leurs vœux. Et ça, je trouvais ça extraordinaire. Ouais. Parce que, bon, c'est pas, d'une part, c'est pas fréquent aujourd'hui, cet honneur-là, cette droiture-là, si on veut. Et j'avais cet exemple-là sous les yeux. Quand je les ai revus, sœur Thérèse m'a appelé, elle m'a dit Domi s'en vient, elle l'appelait Domi, il s'appelait João Domingo Fernandes, il était portugais. Domi s'en vient, veux-tu le rencontrer? J'ai dit ben, si je veux, c'est oui. Et, euh, et donc, je suis allée les rencontrer, puis c'était sa 50e année de sacerdoce à lui. Et sœur Thérèse, il avait fait un petit hôtel avec une petite cérémonie. C'était tellement touchant pour honorer sa 50e année de prêtrise. Elle était chez sœur depuis, je ne sais pas, elle était rentrée à 17 ans, je pense, puis elle en avait pas loin de 85. Et dans son petit appartement avec ses colocataires co-religieuses, on était là, une petite gang, à célébrer les 50 ans de sacerdoce du père Joao, qui était supérieur en Angola, à Luanda. Et ça m'avait tellement ému. Je me disais, voyons donc, c'est bon, après 50 ans, ils sont encore là, puis ils honorent encore leurs vœux, puis ils sont encore fiers d'avoir. Et je sais que c'était un amour profond. Parce Mmh. qu'elle l'a dit, Thérèse. Elle m'a dit si je n'avais pas été père, s'il n'avait pas été père, si je n'avais pas été sœur, elle disait c'était le grand, grand amour. Ben oui. Et moi, je l'avais senti quand j'étais petite à 11 ans. Je ne sais pas comment, mais en tout cas. J'avais Mmh. senti qu'il se passait quelque chose entre ces deux-là. Ça buzzait quand ils se rencontraient. Moi, j'avais trouvé aussi que c'était une autre vision de la religion ou du Oui, passé religieux québécois qu'on voit pas souvent. Tu sais, on le voit souvent comme obscurantiste, comme, mais c'est oui. un film qui est plein de lumière, où la religion n'est pas juste oppressive. Tu sais, donc, je trouvais que c'est intéressant aussi de voir une autre facette de cette réalité-là. Écoute, il y a des sœurs qui sont venues me remercier, les larmes aux yeux, d'avoir réhabilité, entre guillemets, les Mm. religieuses. Moi, j'ai passé 18 ans de ma vie chez Sœurs. J'ai fait l'Académie Saint-Germain, le couvent Jésus-Marie, le collège Jésus-Marie, puis l'université, pas l'université, mais l'école de musique. J'ai j'ai été choyée par les religieuses. J'ai eu des professeurs, bon, il y en a des moins bons, mais j'ai eu des sœurs avec lesquelles j'ai eu des contacts extrêmement chaleureux. Les sœurs Jésus-Marie, qui étaient une vocation enseignante, nous poussaient vers les études supérieures. C'était des féministes bien avant l'heure. La directrice avait 3 doctorats, un doctorat en théologie, un doctorat en sociologie, puis un doctorat en je ne sais plus trop quoi. Mm. Et, ça, si je n'avais pas eu ça, Dieu sait où j'aurais abouti. Si je n'avais pas eu ces religieuses-là pour m'encadrer tout le long de mes études. Et je pense qu'on n'a jamais vraiment rendu hommage à ces communautés enseignantes-là. Il y avait le Sacré-Cœur, Marguerite Bourgeois, il y avait Notre-Dame, Congrégation, il y avait Jésus-Marie, enseignante. Et pour, pour celles qui ont eu des mauvaises expériences avec les sœurs, et il y en a, Mhm. je dirais que la grande majorité n'en ont pas eu. Mm.
je dirais que la grande majorité ont eu des professeurs qui les ont encouragés, qui les ont fait grandir, qui les ont... écoute, je peux me tromper parce que j'ai pas demandé l'avis des ex, des personnes qui sont passées par les communautés, mais moi, mon expérience était positive, puis j'ai voulu que le film reflète ça. C'était important pour moi Puis c'était un film charnel, tu sais, c'était le côté charnel des religieuses qu'on occultait tout le Ben temps. oui, en Les plus, le femmes, grand tabou. Ouais. ben, on les a toujours vues en uniforme avec la cornette puis le voile, puis c'était comme s'il n'y avait pas d'entité charnelle en dessous de ça. Il y en a, là, tu sais. Et moi, j'avais un professeur de piano extraordinaire qu'on appelait Sœur Nat, à qui je disais tout le temps, Nat, qu'est-ce que vous faites chez Sœur? Sortez donc, parce qu'il l'emportait mon cher, il mettait en tout cas. Et, mon Dieu, j'ai eu des discussions avec cette sœur-là qui était absolument fantastique. C'est une grande franco-américaine de Boston qui m'a fait progresser comme musicienne d'une façon extraordinaire, qui était une musicienne exceptionnelle, moderne. Tu sais, je veux dire, c'est, pour moi, c'est une belle expérience. Puis je pense que je pense que les gens qui ont eu une bonne expérience avec les religieuses, avec les communautés, ont reconnu ça dans le film. Hmm. Le, on n'aura pas le temps de parler de tous les films, malheureusement. On arrive déjà presque à 45 minutes, ça passe vite. Mais juste, j'avais une question parce que j'ai remarqué que, bon, il y a plus de clubs vidéo aujourd'hui, hein? Ils sont presque tous fermés. Pour préparer cet entretien-là, moi, j'ai eu envie de voir le plus de tes films possible. C'est pas facile à trouver, hein, sur Internet. Tu sais, on pense que tout est accessible sur Internet, que le cinéma s'y trouve et tout, mais non. Est-ce que tu trouves qu'on prend soin du cinéma québécois? J'ai été associée au projet Éléphant depuis le début et j'ai toujours proclamé partout. Le projet Éléphant, c'est une entreprise de promotion du Hmm. patrimoine cinématographique québécois qui a été initiée par Pierre-Carl Pellado et qui maintenant fait partie du Club Illico. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont numérisé. euh, Ils avaient l'ambition de numériser tout le cinéma québécois. Ils en ont numérisé à date, je ne sais pas exactement le nombre, mais ils en visaient 800. Et ça remonte à 1946, là, les premiers films qui ont été faits. C'est un patrimoine extraordinaire et ça a été une démarche largement financée par les poches personnelles de M. Pellado. Hmm. Et même la Cinémathèque n'avait pas les moyens de se permettre ça, la Cinémathèque québécoise. Et c'est extraordinaire parce que c'est mis à la disposition du public sur Illico tout le temps. Tout est disponible sur Illico. Si les gens sont intéressés, ils ont juste à se rendre sur le site d'Éléphant et il y a, mon Dieu, il doit y avoir 300 ou 400 films qui sont disponibles sur le réseau, sur la plateforme Éléphant actuellement, dont certains de nos plus grands films. Et ils ont inauguré la plateforme avec La vraie nature de Bernadette. C'est pour ça que j'étais associée au projet dès le début. Mais j'ai toujours félicité, envoyé des fleurs à Pierre-Carl Pellado pour ça, parce que c'est extraordinaire pour nous, les cinéastes. C'est vraiment extraordinaire d'avoir cette référence-là, justement parce que nos films disparaissent trop vite, ils disparaissent des écrans. Après ça, il faut y trouver ces plateformes, c'est pas évident. Non, Moi, c'est ça. j'ai retrouvé Le piège du Soudan sur YouTube. Ah, J'ai fait tabarnouche. Alors, périodiquement, je vais sur iTunes ou sur une autre plateforme pour voir s'il n'y a pas un de mes titres qui se promène en quelque part parce que les distributeurs ne le disent pas. Ils ne non. disent pas que les films sont sur les plateformes. Il y a quelqu'un qui m'a dit: Ah, j'ai vu un de tes films sur tout.tv. Merci, je ne savais pas. Un autre qui m'a dit: Ah, j'ai vu autrui sur iTunes. Ah bon? C'est formidable, mais évidemment, comme toujours, dépendant du nombre de clics, ils disparaissent. Ça change fréquemment. Puis... Ça. Et les distributeurs ne veulent plus faire de DVD, donc il y a plus de support matériel pour Mhm. voir le film. Et ça, ben coudonc, il faut vivre avec son temps, mais il y a un site qui a été mis en ligne il y a 2 ans, je pense, dont je ne me rappelle pas du titre, mais qui Ça serait s'appelle où voir? oui, Où voir Voir.ca. les films et qui fait un répertoire des plateformes sur Ouais. lesquelles les films peuvent être vus. Mais bon, c'est sûr que c'est pas comme le projet Éléphant, ça ne retombe pas 50 ans en arrière. C'est surtout Nouveauté. l'actualité cinématographique qu'on retrouve sur ce site-là. Mais quand même, tu sais, si on cherche un film qui est relativement récent, on peut le retrouver grâce à ce site-là.
Sinon, ben, il faut je sais que mes films sont extrêmement difficiles à trouver. Il y a pas je veux dire, il y a pas les 3 derniers Autrui, il n'y a pas eu de DVD. Le dernier film que j'ai fait, il y a un DVD, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je veux dire, oui, il est mis en vente. Les autres, les autres films, Pour l'amour de Dieu est disponible en DVD, mais comme les vidéoclubs sont fermés, donc où est-ce qu'on l'achète, je ne sais pas. Hem, Mais c'est le cas de bonne partie, je trouve, moi, du cinéma québécois. Tu sais, quand c'est pas sur Éléphant, justement, comme tu le dis, souvent c'est et assez dur à trouver. le drame beaucoup, c'est qu'on fait 2 semaines d'affiches. Moi, j'ai Ouais, c'est ça. l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais plus, j'ai vu 2 grands films de cinéma québécois, vraiment 2 très grands films. Il y en a un qui a fait 3 semaines de box-office, l'autre a fait 2 semaines. Hmm. Mais je dis grand film, là, tu sais. Il y en a un, ça s'appelait Nous sommes Gold d'Éric Morin et l'autre, c'était À tous ceux qui ne me liront pas de Yann, Rioux et Giroux et ces films-là n'ont absolument jamais été vus Hmm. et ça, c'est vraiment dérangeant pour nous. S'ils avaient existé, peut-être qu'ils existent en DVD, je ne sais pas, mais comme tu dis, on ne peut plus trouver de DVD dans les clubs vidéo, ça n'existe plus. Il y a des libraires maintenant qui ont commencé à stocker des DVD, mais ce n'est pas la majorité. Euh, ou alors ils stockent ce qui est en demande. Là, tu sais, Ouais. ils ne peuvent pas garder l'inventaire complet des DVD de cinéma québécois. Là. Alors, c'est un réel problème que cette disponibilité-là des films pour le public qui est intéressé, parce que je pense que le public, depuis, tu sais, on a vraiment des grands succès populaires et des grands succès d'estime dans le cinéma québécois des 10 dernières années. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens du public qui se sont réintéressés au cinéma québécois. Hmm. Euh, et ça, tu sais, si tu ne peux pas avoir le film disponible, ben, tu perds intérêt. Là, tu sais. Tu laisses passer, puis tu regardes autre chose, et puis c'est fini. Là. Et ça, c'est tellement dommage parce C'est que, vraiment triste. ouais, ouais. Il y a toutes sortes de questions que j'avais envie de te poser, mais bon, je vais t'en poser une dernière avant qu'on passe à la période de questions parce que c'est pas juste nous qui se parlons, mais ça va être le fun aussi d'avoir les questions puis l'avis de tout le monde. Mais je voulais peut-être juste te demander en finissant l'enseignement. Qu'est-ce que ça a été pour toi dans ta vie? Parce que je pense que tu as enseigné presque toute ta vie, 35 ans, 36 ans. 35 ans dans différentes institutions. Ben, Ça t'a surtout, appris l'enseignement? j'ai fait un peu à l'UQAM, un peu à l'Université de Montréal, un peu à McGill, mais moi, j'ai appris par l'enseignement. Hmm. C'est ça qui est fantastique. J'ai appris à réfléchir sur mon métier, d'une part. J'ai appris à verbaliser des trucs sur mon métier que je n'aurais pas fait autrement. J'ai appris à rationaliser des aspects du métier aussi pour mieux les comprendre. Pour moi, ça a été une leçon perpétuelle, Hmm. vraiment. Et, euh, et je l'espère pour les étudiants aussi. Mais, euh, mais c'est ça que j'aimais le plus. C'est l'idée d'avoir à expliquer, par exemple, c'est quoi un acteur à un étudiant. Ben, il faut y penser. Je ne peux pas juste dire c'est quelqu'un qui interprète un rôle, là, tu sais, c'est une fonction vitale, ça implique plein de choses. Et c'est intéressant d'essayer de découvrir c'est quoi les constituants du métier d'acteur ou d'actrice, c'est quoi les constituants de la personne acteur, actante. C'est quoi un rôle, c'est quoi un personnage, c'est où la marge entre les deux, c'est quoi, tu sais, c'est des choses que j'ai étudiées avec mes étudiants pendant presque 36 ans et ça m'a apporté énormément, moi, énormément. Mais je trouve qu'on le sent dans ta manière de parler, puis dans ton désir de transmettre aussi, qui, je suis sûr, a touché celles et ceux qui nous écoutent. Puis, J'espère. je, le- ben, je leur passerai peut-être la parole comme... ben, merci d'abord d'avoir répondu aussi généreusement à mes questions. Court, hein? 45 Sincèrement. minutes, c'est pas long. Ah non, c'est fou, ça passe vraiment vite. Ben écoute, je peux te remercier de nouveau. Je me sens privilégié d'avoir pu te rencontrer comme ça, puis d'avoir pu échanger avec toi. Puis aussi, j'ai trouvé que les questions, les commentaires de tout le monde, ça montrait comment je pense que c'est important en ce moment d'avoir des, des discussions. On est tous et toutes assez seuls, là.
Donc, je sais pas, moi, ça me fait du bien, en tout cas, de voir d'autres usages comme ça, puis d'avoir une activité de groupe, puis une activité aussi stimulante aussi, là, sur le plan des idées, puis des émotions. Fait que merci beaucoup à Micheline et à tout le monde aussi qui était là aujourd'hui. Ben, moi, je voudrais remercier toi, Kevin, l'Association des libraires indépendants aussi, d'avoir organisé ça. Moi, je vous conseille de suivre. C'est des formidables invités qui viennent dans les prochaines semaines. Donc, c'est du bonbon, vous allez être gâtés. Euh, et je remercie toutes celles, tous ceux qui se sont lancés dans cette expérience zoomatique et braver l'électronique pour se joindre à cet entretien que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé échanger avec vous. Je vous remercie énormément de tous les commentaires extrêmement flatteurs. Je vais être boosté pour la soirée. Et ben, je vous encourage à rester, à garder le moral, puis à passer à travers cette maudite pandémie-là avec le moral, le bon moral. Puis n'hésitez pas à faire des zooms parce que ça fonctionne. Hein? Au moins, on est peut-être dans des petits rectangles, mais au moins on se voit et on se parle. C'est déjà beaucoup. Fait que merci infiniment. Et puis, ben, j'espère avoir le plaisir de revenir une autre fois dans un autre cadre quelconque, Zoom ou non. Merci à tout le monde. Merci.